Je me présente, Meheb Ngatha, je suis programme manager du programme économique de la Fondation Rosa Luxembourg. Et je suis très contente aujourd'hui que cet événement ait lieu. Un événement, ça fait 2 ans qu'on réfléchit comment l'articuler et comment faire un succès et intéresser le public tunisien à ces questions-là. Demain, c'est l'inauguration de la conférence officiellement, mais aujourd'hui, on a voulu en avant-goût des discussions qui vont se faire un plan académique à la conférence, discuter de la question de la souveraineté monétaire à partir de la perspective du franc CFA. Et pour nous, c'est un honneur aujourd'hui de recevoir Fanny Pigeaud et Ndongo Sambasila, les auteurs de ce livre, L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Pour introduire Fanny est une journaliste indépendante, elle collabore avec Mediapart et elle a été pendant plusieurs années correspondante de l'agence France Presse au Cameroun puis au Gabon et aussi en Côte d'Ivoire. Elle a écrit, elle est auteure du livre Au Cameroun de Paul Biya, paru en 2011 sous les éditions Cartala, et France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée, paru en 2015, édition d'ailleurs. Elle s'intéresse de manière générale aux questions géopolitiques et aux relations France-Afrique. Alors, Ndongo, mon cher collègue Ndongo Sambasila et collègue du bureau de Dakar. C'est un économiste de développement sénégalais. Il a coécrit ce livre avec Fanny et il est aussi... alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il est quadruple champion du monde de Scrabble. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais aussi les programmes managers de la Fondation Rosa Luxembourg et chercheur économiste à Dakar. Il a été aussi anciennement conseiller du président, l'actuel président de la République. Ah, l'ancien, d'accord. Alors, je cite aussi les ouvrages que tu as coécrits. Il a coécrit donc La démocratie de la République et notre histoire du gouvernement du peuple à l'édition L'Harmattan Paris. Il a écrit aussi Le scandale du commerce équitable, le marketing de la pauvreté au service des riches, édition L'Harmattan aussi en 2013 paru, et a coécrit donc ce livre avec Fanny Pigeaud, L'arme invisible de la France-Afrique. Je vous laisserai la parole, mais avant, je voudrais vous poser quelques questions à l'avance. Pourquoi ce livre? Et comment cette collaboration sur ce livre a commencé? Et quel est le but que vous avez entrevu avant d'écrire ce livre? C'est quoi votre but en fait? Alors, donc ce livre est sorti il y a 1 an maintenant. Et il est parti d'une nécessité, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de 2 choses. En France, très peu de gens connaissent le franc CFA et savent encore moins son histoire et son fonctionnement. Et sur le continent africain, dans les 14 pays qui utilisent cette monnaie, les gens savent évidemment que le franc CFA existe, mais en général ne savent pas comment il fonctionne précisément, même si ils ont une idée un peu plus précise que les citoyens français, c'est-à-dire que eux savent que le franc CFA dépend toujours du ministère français des Finances, alors qu'en France, une majorité de citoyens, je dirais, ne le sait absolument pas. Et il se trouve que cette question-là, il y a assez peu d'ouvrages finalement accessibles à un grand public, qui soient suffisamment pédagogiques et qui puissent effectivement expliquer d'où vient cette monnaie, ce qu'elle a. Comment elle fonctionne. Donc voilà, l'objectif c'était de combler ce vide, selon nous. Je dirais aussi la même chose, en fait. Sur le franc CFA, on a vu que depuis, disons, 4-5 ans, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux sur la question de la souveraineté monétaire dans les pays qui utilisent le franc CFA.
Et généralement, on avait l'impression que c'était un débat d'experts. Et souvent, les experts même abusaient de leur position en disant « Ah, c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre ». Et donc, on a essayé de faire un livre accessible et pour que tout le monde puisse comprendre, parce que l'enjeu aussi, c'est de dire qu'on peut démystifier le discours sur la monnaie. Et donc, ça fait que parfois, il y a des passages qui ont dû être réécrits genre 10 fois, quoi. Par exemple, c'est quoi un taux de change? Ça paraît évident, un taux de change. Mais il faut expliquer c'est quoi un taux de change, c'est quoi une dévaluation, c'est quoi la dépréciation d'une monnaie, etc., pour pouvoir faire comprendre les mécanismes. Parce que ce n'est jamais évident d'expliquer ces choses-là dans un livre grand public, mais c'est le défi qu'on a voulu relever. Donc, ce qui me ramène à ma deuxième question. C'est quoi ce système de franc CFA? C'est quoi cette monnaie? Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Et il y a forcément, dans un système établi, des gagnants et des perdants. Donc, moi, je suis de toute fille et j'aimerais apprendre de vous par rapport à ce système et cette monnaie de franc CFA. En fait, franc CFA, c'est l'acronyme qui, au départ, en 1945, signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, c'était le franc qui circulait dans les colonies d'Afrique subsaharienne française. Et donc, cette monnaie a été créée précisément le 26 décembre 1945, à partir d'une dévaluation du franc métropolitain. Parce qu'à l'époque, ce qui se passait, c'était qu'on avait une situation qu'on appelait unicité monétaire. Donc, ça veut dire que c'est la même monnaie française qui circulait dans tout l'empire colonial. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, l'économie française était un peu ruinée. Et donc, les taux d'inflation étaient très élevés et il fallait dévaluer la monnaie française. Et donc, la question qui se posait, c'est est-ce qu'il faut dévaluer la monnaie française avec le même taux en France et pour tout l'Empire? L'avantage de cette option, c'est qu'on maintenait l'unité monétaire, donc même monnaie pour tout l'Empire. Et par contre, si on utilisait des taux de dévaluation différents en France et dans les colonies, ça revenait à créer des monnaies dans les colonies. Et donc, le franc CFA est né d'une dévaluation du franc, mais d'une dévaluation inégale entre la métropole et les colonies. Et donc, du coup, c'est les experts français, les experts du ministère français des Finances qui ont décidé de dévaluer la monnaie. Donc, c'était une décision assez secrète. Et donc, ils ont dit, on va dévaluer, mais à un taux différent. Et donc, du coup, lorsque le franc CFA est né, c'est le gouvernement colonial qui est allé déclarer cette monnaie-là auprès du FMI avec une parité incroyable. Un franc CFA était égal à 1,70 francs français. Donc, ça voulait dire que le franc CFA avait une valeur externe beaucoup plus forte que le franc français. En 1948, il y a eu une dévaluation du franc, parce que le franc est une monnaie très instable, du franc métropolitain, qui n'a pas été suivi dans les colonies. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1948, un franc CFA s'est changé contre 2 francs français. Donc, c'est tout à fait incroyable. Dans les colonies britanniques, on voyait qu'en fait, la monnaie britannique, la livre sterling, avait une valeur beaucoup plus élevée que les monnaies des colonies. Mais peut-être c'est un aspect sur lequel peut-être on pourra revenir plus tard. Pourquoi le franc CFA, dès sa naissance, était une monnaie surévaluée, chroniquement surévaluée, et ça n'a pas disparu jusqu'à présent. Alors, on reviendra sur cet aspect plus tard, mais ce qu'on peut dire, c'est que donc voilà, cette monnaie est née en 1945, et je vais passer directement en 1960. Alors, elle naît aussi parce qu'il faut que la métropole puisse continuer à drainer les ressources, les matières premières des colonies vers elle. Et elle cherche aussi à ce moment-là à avoir des débouchés pour ses entreprises, des marchés pour ses entreprises. Et donc, le franc CFA va faciliter ça, et ça, on va le revenir dessus plus précisément. Mais ce qui est extrêmement
j'allais dire original, mais non, c'est pas le bon mot, mais très particulier, c'est qu'en 1960, les pays d'Afrique subsaharienne, colonisés par la France ou administrés par la France, deviennent indépendants. Et à ce moment-là, contrairement à ce qui se passe dans les autres colonies, par exemple de la Grande-Bretagne, la zone franc reste en place. Et donc les nouveaux pays, les nouveaux États indépendants gardent le franc CFA comme monnaie, sans que le système, son fonctionnement, qu'on va détailler tout à l'heure, ne change. Ça veut dire que cette monnaie née sous la colonisation reste une monnaie coloniale malgré l'indépendance des pays concernés. Et alors pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que la France, en 1960, elle est acculée, elle est obligée d'accorder l'indépendance, même si elle n'en a pas envie, mais le contexte international fait qu'elle y est obligée. Elle va trouver une astuce pour conserver son empire monétaire colonial, contrairement à la Grande-Bretagne qui, elle, va le voir se faire démanteler. Chaque pays va avoir sa monnaie nationale dans les pays comme le Nigeria ou le Kenya. La France, elle dit « Ok, je vous accorde l'indépendance, mais à une condition, c'est que vous signez un certain nombre d'accords avec moi ». Et ce sont des accords qui concernent à la fois le commerce, l'aspect militaire, la monnaie, donc il y a aussi l'aspect culturel. Bref, il y a une série d'accords qui font que le lien de dépendance, de domination de la France sur ces pays-là se maintient. Et évidemment, ces accords sont en faveur de l'ex-métropole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le franc CFA est toujours là. Il se passe d'autres choses depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, mais en 1960, voilà, c'est ça qui fait que la France conserve son empire monétaire colonial, contrairement à d'autres puissances coloniales. Alors peut-être d'ailleurs il y a un dessin dont on parle dans le livre, en introduction, et ce dessin, on va vous le montrer parce qu'on le décrit simplement dans le livre, on n'a pas l'image, mais cette image-là, elle est très explicite. C'est un dessin qui a été fait par un dessinateur ivoirien, et je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Ce dessin, il circule depuis 2016 sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets sur le franc CFA qui circulent sur les réseaux sociaux en Afrique francophone. Et ce dessin... il faut revenir, voilà. Ce dessin, il est là. Donc vous voyez, ce sont deux bateaux, visiblement le 7 août 1960. Je vous déclare solennellement indépendant. On peut reconnaître sans doute le nez du général de Gaulle. Tout le monde fait la fête en Côte d'Ivoire, puisque voilà, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais en dessous, il y a cette fameuse corde du franc CFA qui va maintenir la dépendance jusqu'à aujourd'hui. Ce dessin, il n'est pas signé. Comme vous le constatez, il n'a pas été signé. Et là, on reviendra sans doute là-dessus aussi, mais c'est très intéressant. Le dessinateur qu'on a réussi à retrouver, malgré le fait qu'il n'ait pas signé, on a fait des recherches en Côte d'Ivoire, et on l'a retrouvé. Il nous a expliqué, bien après d'ailleurs, qu'il ait accepté qu'on cite ce dessin. Il a expliqué que s'il n'avait pas signé ce dessin, c'est qu'il avait peur des représailles, en fait, pour montrer qu'il y a un système répressif complètement intériorisé, interne au système du franc CFA. Donc, bon, ce dessin, pour nous, était très parlant sur ce que représente toujours le franc CFA. Alors maintenant, je vais te laisser dire quels sont les grands principes sur lesquels fonctionne le franc CFA. Donc depuis, disons, sa naissance, mais il a été sophistiqué, ce système, petit à petit. Et donc aujourd'hui, il repose sur 4 principes. En fait, pour comprendre le fonctionnement du système franc CFA, il faut remonter un peu aux années 30 avec l'effondrement du système, disons, de l'étalon or. Donc à partir de cette période, les grandes puissances coloniales vont essayer de se recentrer autour de leur empire colonial qui va devenir une sorte de bouclier commercial et monétaire. Et donc, la zone sterling, elle est née dans les années 30. La zone franc, elle est née en 1939, à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc, c'était une zone qui rassemblait toutes les colonies et tous les territoires qui étaient sous dépendance française. Et donc, ces zones avaient des politiques commerciales communes dictées depuis Paris et aussi la même réglementation d'échange qui était dictée depuis Paris. Et donc, toute cette zone franc, en fait, constituait un espace monétaire homogène. Et donc, à sa naissance, le franc CFA, en 1945, a continué avec ces mêmes principes. Et donc, le premier principe, c'est la parité fixe, c'est-à-dire que le franc CFA
est lié à la monnaie française. Donc, c'était le franc français à l'époque. Et à partir de 1999, ça va être l'euro. Et donc, le deuxième principe, c'est la liberté de transfert. C'est-à-dire que les revenus, c'est-à-dire les revenus et les capitaux peuvent être transférés librement entre les pays africains qui utilisent le franc CFA et la France, et vice-versa. Et donc, le troisième principe, c'est la garantie de convertibilité illimitée. C'est-à-dire que le Trésor français s'engage à prêter aux banques centrales. Il y en a deux, la Banque centrale en Afrique de l'Ouest et la Banque centrale en Afrique centrale. Et là, le Trésor français s'engage à leur prêter, disons, des devises, c'est-à-dire des francs à l'époque, maintenant des euros, si ces banques centrales n'ont plus de réserve de change. C'est-à-dire que si ces banques centrales ont un niveau de réserve de change nul, zéro, le Trésor français vient leur dire « je vous prête les euros dont vous avez besoin ». Et donc, en contrepartie de cette promesse, disons, de garantie de convertibilité, les pays africains sont tenus de déposer la moitié de leur réserve de change auprès du Trésor français. Et donc, ce n'est pas la Banque de France qui détient ces réserves-là, mais c'est le Trésor français, parce qu'il s'agit d'un accord, disons, budgétaire. Et donc, les pays africains, c'est-à-dire leur banque centrale, prennent 50% de leurs réserves et déposent ça auprès du Trésor français. Et donc, ces quatre mécanismes, ils étaient là au début et ils sont toujours là. Et donc, ce que ça permet, c'est que les pays qui utilisent le franc CFA et la France, en fait, sont totalement intégrés. C'est le même espace monétaire. Et donc, ce que ça permet, c'est que les entreprises françaises, à l'époque coloniale, pouvaient facilement rapatrier leurs profits avec l'assurance qu'il n'y aurait pas de risque de change, c'est-à-dire que la parité entre le franc CFA et la monnaie française ne varierait pas, et aussi avec l'assurance que s'il devait manquer de devises, la France serait là pour donner ces devises pour que le rapatriement de ces capitaux se fasse. Et donc, c'est une zone qui était destinée pour, disons, extraire des ressources de l'Afrique vers la France. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai dit, le taux de change, il était chroniquement surévalué. En 1948, comme j'ai dit, un franc CFA s'échangeait contre 2 francs français. Et donc, qu'est-ce que cela permettait? La France, pour se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale, avait besoin d'avoir accès à des matières premières. Mais on sait que les matières premières étaient achetées en dollars. Et donc, la France, en mettant le système franc CFA, pouvait avoir accès à ces matières premières-là en les achetant dans sa propre monnaie. Et donc, n'avait pas besoin de dollars pour acheter les matières premières. Et donc, comme il y avait aussi des barrières commerciales entre les pays de la zone franc et le reste du monde, donc la France avait presque un monopole sur les matières premières de ces colonies-là. Et donc, après les indépendances, avec les accords, c'était plus ou moins la même tendance. Mais d'un autre côté, comme le taux de change était très fort, surévalué, donc les pays de la zone franc ne pouvaient pas véritablement exporter des produits compétitifs ailleurs. Donc, c'est là que jouaient les soi-disant préférences commerciales, etc. Donc, du coup, on est dans une zone monétaire qui n'est pas du tout compétitive sur le plan économique. Et donc, c'est ça, en fait, l'histoire du franc CFA. Au départ, c'est un mécanisme qui a permis à la France de se reconstruire d'un point de vue économique. Et après les indépendances, c'est devenu un instrument politique de contrôle des économies africaines, mais aussi des systèmes politiques africains. Alors peut-être qu'il faut revenir sur cette fameuse garantie de convertibilité illimitée. Donc, Dongo, tu expliquais que le Trésor français s'engage à prêter autant d'euros qu'il faut pour faire remonter les réserves de change qui sont placées sur ce qu'on appelle un compte d'opération. Il y a une petite image ensuite qui est sur le compte d'opération. Compte d'opération, c'est un compte spécial du Trésor français, ouvert dans les livres du Trésor français, et par lesquels oui, puisque je dis... par lesquels transite une grande partie des opérations extérieures des pays de la zone franc. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a donc 2 banques centrales. Il y a la Banque des États d'Afrique centrale qui est basée à Yaoundé et la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest qui est basée à Dakar au Sénégal. Et donc il y a à la fois deux
deux sous-zones, en fait. La zone Afrique de l'Ouest, qui est l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, donc c'est la BCEAO, la Banque centrale. Et puis il y a la zone Afrique centrale, c'est ça qui s'appelle la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Et donc voilà, la BEAC dépend, et la Banque centrale de la CEMAC. Et donc ces deux banques centrales, elles ont un compte d'opération ouvert dans les livres du Trésor français, et donc c'est par là que transitent leurs opérations extérieures, et c'est là que sont déposés les 50% des réserves de change. Enfin, en tout cas, il faut toujours qu'il y ait des réserves de change suffisantes pour assurer les importations, le paiement des importations de ces pays-là. Donc voilà, le Trésor français s'engage sur le papier à prêter de l'argent quand il faut, à prêter des euros quand il faut, pour remettre à un niveau acceptable les comptes d'opération, afin que ces comptes ne deviennent pas débiteurs. Ça, c'est la théorie. Et en pratique, on se rend compte que cette garantie, dans le livre, je crois qu'on dit qu'elle est fictive. Hein, Elle n'a jamais été utilisée. Elle a été utilisée à une période, dans les années 80, au moment où il y a eu une grave crise économique dans les pays de la zone franc. Et donc les comptes d'opération ont baissé. Et à ce moment-là, la France a effectivement prêté des euros, hein, c'est pas donné. Mais ça s'est arrêté en 1994, janvier 1994. La crise était toujours là, mais la France à ce moment-là a arrêté de jouer son rôle de garantie ou d'assureur, on peut utiliser ce mot-là aussi. Et là a été décidé avec le FMI, cette fameuse dévaluation dont vous avez sans doute entendu parler, c'est la dévaluation de 1994 qui a fait baisser de 50% le franc CFA, qui a eu des conséquences, vous l'imaginez, très dures pour surtout les citoyens des villes, puisque ça veut dire que les importations ont vu leur valeur doubler. Donc voilà, en 1994, la France ne joue plus son rôle, et depuis, elle ne l'a plus joué non plus, parce qu'il y a un certain nombre de règles qui sont mises en place dans l'intérieur du système CFA, un certain nombre de mesures que les pays en question doivent appliquer, et qui en fait empêchent que les comptes baissent, que le niveau des comptes d'opération baisse trop. Tout est fait pour que les comptes soient toujours à niveau, qu'il y ait suffisamment de réserves de change dessus. Et il y a eu un autre moment où la France aurait dû sans doute prêter de l'argent. C'est assez récent, ça date de 2016, entre 2014 et 2016, on va dire. À ce moment-là, il y a eu une chute des cours du pétrole. Et il se trouve que la zone CEMAC est extrêmement productrice de pétrole. Enfin, la plupart des pays en question, ils sont 6, à part la Centrafrique, ils sont tous producteurs de pétrole. Donc ils ont eu moins de recettes, donc moins de réserves de change. Et à ce moment-là, les comptes d'opération atteignaient un niveau un peu compliqué. Je crois qu'il y avait moins de 3 mois d'importation en réserve, et c'était pas, normalement, c'est, selon les règles, pas suffisant. Et à ce moment-là, la France s'est arrangée pour que le FMI revienne dans la région et que le FMI prête de l'argent à sa place, en fait. Et il y a de nouveau, depuis 2016, le retour donc, du FMI dans cette région, avec des plans d'ajustement structurel qui ne s'appellent plus comme ça, mais qui sont en réalité des plans d'ajustement structurel. Donc à ce moment-là, encore une fois, la France a réussi à échapper à son rôle. Et on se rend compte que tout ce système du CFA, qui est basé sur cette garantie illimitée, parce que c'est ça que la France dit, si je suis la garante de ce système, et c'est ce que disent les autorités françaises en permanence, nous, on n'a aucun intérêt là-dedans, on garantit, on fait presque ça de manière, pour des raisons humanitaires, enfin c'est pour vous aider, mais en réalité, cette garantie, donc, elle est totalement fictive, mais elle lui permet à elle, la France, aux autorités françaises, à l'État français, de rester au cœur du système. Quand on parle de banque centrale, les deux banques centrales, elles ont dans leurs instances des représentants de l'État français qui sont là avec un pouvoir de décision sur les grandes justement décisions qu'il faut prendre. Et ils ont, ces représentants ont un pouvoir au sein du conseil d'administration de ces banques, un pouvoir, un droit de veto en fait qui n'est pas explicite sur le papier, mais qui est implicite parce que les grandes décisions doivent être prises à la majorité. Donc il suffit que les représentants français disent non, on ne veut pas, ça ne se fait pas.
Et donc, à travers ces comptes d'opération, à travers ces représentants dans les instances des banques centrales. Mais ça, c'est écrit dans les statuts, c'est-à-dire les banques centrales, les statuts de la Banque centrale impliquent la représentation de la France dans les conseils d'administration. C'est parce que moi, France, je vous apporte cette garantie que je dois avoir un droit de regard quand même sur ce que vous faites. Donc, j'ai des postes au conseil d'administration et pas seulement. Il y a d'autres instances où il y a des représentants français. On pourrait encore dire plein de choses sur le sujet, mais peut-être qu'il y aura des questions. Parce que ce compte d'opération, je te laisse, tu veux parler de la Côte d'Ivoire ou ce qu'on peut faire avec le compte d'opération. Alors, il y a un cas extrêmement parlant dont on parle aussi dans le livre. C'est le cas de la Côte d'Ivoire en 2010-2011, lors de la crise qu'on a appelée post-électorale dans ce pays. En 2010, fin 2010, il y avait une élection présidentielle qui a opposé au second tour Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Et pour ceux qui ont suivi de près, il était assez évident que le pouvoir français avait choisi un des deux candidats, et c'était Alassane Ouattara. Donc il y a eu une crise autour des résultats. Le Conseil constitutionnel ivoirien avait dit Laurent Gbagbo a gagné, tandis que la communauté internationale, on va dire, disait c'est Ouattara qui a gagné. Et à ce moment-là, s'est jouée une crise. Mais Laurent Gbagbo étant reconnu par les institutions ivoiriennes, il restait à la présidence, il avait l'effectivité donc du pouvoir et le contrôle de l'administration d'une manière générale. Sauf que l'État français, ou plutôt les autorités françaises, n'avaient qu'une hâte, c'est qu'il quitte le pouvoir et voulaient installer Alassane Ouattara à la place. Il y a eu un certain nombre de pressions qui ont été exercées, qui n'ont pas fonctionné. Et finalement, eh bien, l'astuce qui a été trouvée, c'est de passer par le compte d'opération. D'abord de passer par les instances du système CFA. La première opération, la première action, ça a été de demander que la BCAO, donc la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, était sous la dépendance du pouvoir français, donc on vient de le voir. Donc là, elle répondait aux attentes françaises, c'est-à-dire que le gouverneur de la BCAO a fait en sorte que la Côte d'Ivoire ne puisse plus avoir accès à son compte logé à la BCAO. Compte très important pour le fonctionnement de l'État. Ça, c'était la première opération, mais l'administration ivoirienne a trouvé une astuce pour continuer à fonctionner quand même. Ensuite, il y a eu, ils ont fait fermer les agences nationales installées en Côte d'Ivoire de la BCAO, qui là aussi était nécessaire pour le bon fonctionnement de la vie financière en Côte d'Ivoire. Là aussi, l'administration ou le gouvernement de Laurent Gbagbo s'est arrangé pour contourner cette mesure. Bref, il y a eu une série de mesures comme ça qui ont toujours été contournées par l'administration ivoirienne. Et puis finalement, l'astuce a été de dire bon, on bloque le compte d'opération, c'est-à-dire qu'on appuie sur stop et les opérations du coup de commerce de la Côte d'Ivoire n'ont plus pu se faire puisque tout normalement transite, enfin une grande partie transite par ce compte d'opération. Donc à partir de là, c'était l'asphyxie financière assurée pour la Côte d'Ivoire. Et là encore, il y a eu des astuces trouvées par l'administration ivoirienne, qui d'ailleurs a commencé à se dire il va falloir qu'on crée notre propre monnaie, et qui a commencé à prendre des contacts avec l'Afrique du Sud notamment. Bref, c'est dans toute cette histoire, on voit que le franc, le système franc CFA, le système CFA a permis à la France, lui a donné un certain nombre d'outils pour essayer de faire tomber un régime qui ne lui convenait pas et d'arriver à orienter cette trajectoire politique. Bon, pour la petite histoire, ça n'a pas réussi complètement. Et finalement, ils ont utilisé l'autre outil qui était à leur disposition, c'est-à-dire l'armée française. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des bombardements sur Abidjan. Voilà, c'est ça. Ce compte d'opération a une force incroyable et en général, très, très peu de gens savent comment il fonctionne et à quoi il sert. C'est intéressant. On sait maintenant à qui profite ce système CFA, mais on aimerait bien savoir comment en souffrent les peuples de la zone ouest africaine et de l'est de l'Afrique. Et après, on passera les questions à la salle pour une meilleure interaction avec vous, parce qu'ils sont venus débattre avec vous. Avant de répondre à cette question, je vais juste préciser que le concept de compte d'opération, ce n'est pas un concept économique.
aucun économiste ne connaît ce que c'est que le concept, le compte d'opération, parce que c'est une création coloniale. Le premier embryon de compte d'opération a été essayé durant la période coloniale, en 1870 et quelques, avec la Banque de l'Algérie. Donc, c'était à chaque fois, la logique, c'était de faciliter les transferts à taux fixe entre les colonies et la métropole. Donc, ce n'est pas un concept économique et financier. C'est un concept de l'administration coloniale française. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que le franc CFA, ce n'est pas en tant que tel une monnaie, en fait. On peut dire même que c'est un signe monétaire du trésor français. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une conversion de franc CFA en euros, ça passe nécessairement par le trésor français. C'est ce qu'il faut comprendre. À chaque fois aussi qu'il y a la conversion dans le sens inverse, euro en franc CFA, ça passe nécessairement par le trésor français. Donc on voit qu'en fait, c'est un mécanisme qui permet à la France d'avoir un contrôle total sur les opérations financières des pays africains. Parce que pendant, disons, dans les années 60, les pays africains s'étaient dit, on ne veut pas du compte d'opération, mais on veut un compte d'avance. Un compte d'avance, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on dit à la France, en fait, c'est comme ce que les économistes appellent en fait, des swaps en fait, de devises. C'est un peu ça que les pays avaient proposé, quoi. C'est-à-dire qu'on dit, on veut avoir un milliard, disons, de francs français que vous nous garantissez d'emblée et vous avez chez nous l'équivalent dans notre monnaie nationale. Et donc, comme ça, il n'y a pas de contrôle. Donc, il y a une certaine autonomie. Mais la France a dit, niet, on ne veut pas ça, on veut le compte d'opération parce que ça permet un contrôle politique et financier des pays africains. Mais ça veut dire que même les échanges commerciaux avec les autres pays sont contrôlés par... c'est-à-dire ils ont un droit de regard sur les opérations qui s'effectuent avec les autres pays concernant le commerce des biens et des services, ou c'est juste... En fait, le contrôle existait jusque dans les années 70. Mais avec l'intégration européenne, il a fallu un peu faire sauter ces cloisons-là pour qu'il y ait beaucoup plus de, disons, d'égalité entre les pouvoirs pays européens. Donc c'était un peu ça. Mais jusque dans les années 70, par exemple, si les pays africains voulaient importer des voitures, il fallait que les pays africains en fassent la demande à la France. Par exemple, des voitures des États-Unis. Et par exemple, si on voulait investir des capitaux ailleurs que dans la zone franc, il fallait l'autorisation de la France. Donc c'est comme ça que ça a marché. Et donc actuellement, ce qu'il y a, c'est que par exemple, tous les 3 jours, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, par exemple la BCEAO, doit s'assurer que la moitié de ses réserves sont auprès du Trésor français. Donc tous les 3 jours, il regarde, il dit, ah, est-ce qu'on a suffisamment de réserves? On a combien? On a, je ne sais pas, 100 milliards d'euros, donc il faut que les 50 milliards aillent dans le Trésor français. C'est comme ça que cela marche. Et donc, par rapport aux inconvénients, aux handicaps économiques, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est un système qui est extrêmement rigide. Parce que d'un côté, dans le cas du franc CFA, ce qui compte, c'est la défense du taux de change. C'est-à-dire qu'il faut maintenir une parité fixe entre le franc CFA et l'euro. Donc ça, c'est l'objectif des banques centrales. Coûte que coûte, maintenir la parité franc CFA-euro. Et donc, il y a des indicateurs qu'ils ont mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est-à-dire que pour que la Banque centrale, disons, augmente la taille de son bilan, il faut au minimum que ce soit couvert par 20% des réserves. C'est-à-dire que le ratio entre les réserves de change et la base monétaire doit représenter au minimum 20%. Mais dans le cas des banques centrales, généralement, c'est 100%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la base monétaire augmente d'$1, en fait, il y a l'équivalent en réserve de change. Donc, c'est un système extrêmement contraignant et qui ressemble à ce qu'on appelle les currency boards. Donc, c'est comme ça que cela fonctionne. Donc, du coup, il y a très peu d'inflation, mais il n'y a pas suffisamment de marge de manœuvre pour créer, disons, du crédit pour les banques, pour les entreprises, etc., pour financer l'économie. Donc, c'est extrêmement restrictif. Donc, du coup, vous avez un système monétaire très contraignant qui ne permet pas de financer l'économie. Et de l'autre côté, vous avez un taux de change très handicapant parce qu'il est surévalué. Et donc, avec l'arrivée de l'euro, ça a empiré les choses. Parce que le franc français était une monnaie faible qui se dévaluait régulièrement. Donc, d'une certaine manière, à chaque fois que ça se dévaluait, ça se répercutait sur le franc. Mais l'euro est une monnaie forte.
Et donc, à chaque fois que l'euro, disons, prend de la valeur par rapport au dollar, les pays francs CFA en souffrent, c'est-à-dire perdent en compétitivité. Et donc, il y a une période qui est très intéressante, c'est la période entre 2002 et 2008. Donc, si on avait le graphique, on allait voir que l'euro s'est apprécié vis-à-vis du dollar sur cette période-là de près de 90%. Et les pays francs CFA ont absorbé cela. Ça veut dire que le franc CFA s'est apprécié de 90% vis-à-vis du dollar. Et donc, dans ces conditions, vous ne pouvez rien exporter, ou si vous exportez à perte. Et donc, certaines filières, par exemple, comme la filière coton, ont fait faillite juste en raison de ce seul facteur, parce que l'euro était devenu beaucoup trop fort par rapport au dollar. Et le dollar est la monnaie du commerce mondial. Donc, les Africains reçoivent le revenu en dollars. Et donc, quand l'euro s'apprécie, donc, ça veut dire que les recettes que les Africains ont en dollars, lorsqu'ils les convertissent en CFA, ils perdent. Et donc, c'est ça un des inconvénients, disons, du système franc CFA. Et l'autre, c'est que quand vous êtes dans un régime de change fixe, et ce n'est pas seulement un régime de change fixe, parce que c'est un double régime de change fixe. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une union monétaire, c'est un taux de change qu'il y a fixe, disons, entre les pays membres. Mais voir une zone monétaire fixer sa monnaie à une autre zone monétaire, c'est quelque chose qui est assez inédit d'un point de vue historique. Donc, ça veut dire que les pays membres n'ont pas de souveraineté monétaire, mais la zone en tant que telle n'a pas du tout de souveraineté monétaire. Et donc, dans ces cas, quand il y a une crise, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce qui s'est passé en Grèce, par exemple, ce qu'on appelle la dévaluation interne, c'est-à-dire c'est l'ajustement par les prix intérieurs. Donc, il faut l'austérité. Et donc, ça a été l'histoire, disons, des pays qui utilisent le franc CFA. C'est pourquoi la croissance a stagné sur le long terme. Souvent, on nous dit que, par exemple, vous prenez les pays qui utilisent le franc CFA en Afrique de l'Ouest, actuellement, le taux de croissance, c'est 6%. Le taux de croissance du PIB, c'est 6%. Et l'inflation, c'est faible, c'est généralement 1% et moins. On vous dit que ça marche. Mais non, ça ne marche pas. Parce que les économistes du développement savent que la croissance à court terme, ce n'est pas un signal, c'est du bruit. C'est difficile d'expliquer la croissance à court terme, surtout dans ces pays qui sont très volatiles. Donc, ce qui est important pour un économiste de développement, c'est la croissance sur le long terme. Et donc, lorsque vous regardez ça, la croissance du revenu réel par habitant, par exemple, le Sénégal, en 1960, avait le même revenu réel par habitant qu'en 2016. Donc, ça veut dire que c'est la stagnation sur le long terme. Vous prenez la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus important d'un point de vue économique, vous vous rendez compte que son revenu réel par habitant, en 2016, était inférieur d'un tiers au meilleur niveau de revenu que ce pays avait obtenu en 1978. Ça veut dire il y a presque 40 ans. Donc, c'était une période comme ça. Lorsque la conjoncture est bonne, c'est-à-dire que lorsqu'il y a de bons prix pour les matières premières et que le dollar s'apprécie, la croissance s'améliore dans les pays CFA. Et donc, quand les prix des matières premières baissent et que, disons, le CFA s'apprécie par rapport au dollar, on voit que ça ne marche pas. Et donc, sur le long terme, on voit qu'on stagne. Et donc, ils peuvent parler de stabilité monétaire, mais il y a une instabilité réelle d'un point de vue réel. Ça veut dire en termes d'activité économique et d'emploi. Et également, le fait qu'il y ait cette parité fixe, ça encourage aussi la liberté des transferts, ça encourage les flux licites comme illicites. Je vais juste donner un exemple. La Guinée équatoriale, c'est une ancienne colonie espagnole. Et donc, la Guinée équatoriale, certaines années, c'était le pays le plus riche en termes de PIB réel par habitant, en termes réels, en termes de parité de pouvoir d'achat. Et donc, ce pays qui était le plus riche en Afrique, jusqu'en 2017, était aussi classé parmi les pays les moins avancés. Vous allez voir les statistiques de croissance de la Guinée équatoriale. Certaines années, vous allez avoir des taux de croissance de 60%, parce que c'est un petit pays pétrolier. Et donc, quand vous regardez cette croissance-là, elle semble importante. Mais en fait, la production était beaucoup plus importante que le revenu national. Donc, la différence entre la production et le revenu national, ce sont les transferts nets vers l'étranger. Et donc, les transferts nets vers l'étranger de la Guinée équatoriale, sur la période 2000, c'était 50% du PIB en moyenne annuelle. Donc, c'est énorme. Et donc, le franc CFA, c'est un mécanisme qui permet cela. C'est-à-dire, on ne finance pas l'économie, le taux de change est surévalué et l'argent sort comme pas possible. Et donc, du coup, dans ces conditions, il n'est pas surprenant que ces pays qui utilisent le franc CFA ont les indicateurs de développement humain
les plus faibles au monde. Donc, vous regardez à chaque fois les 5 derniers du classement, par exemple, de l'indice de développement humain, mais la plupart, c'est les pays qui appartiennent à la zone franc. Donc, c'est un mécanisme de sous-développement. Les économistes, je veux dire, sérieux, honnêtes, le savent, mais à chaque fois, on vous dit que si vous sortez du franc CFA, c'est le Zimbabwe, ça va être l'hyperinflation. Mais le monstre de l'hyperinflation reste toujours dans les têtes. Oui, souvent c'est ce qu'on dit. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que si on regarde les travaux sur l'hyperinflation, il y a des travaux sérieux qui ont été faits depuis le XXe siècle, c'est-à-dire depuis 1900, il y a à peu près 59, 60 épisodes d'hyperinflation. C'est très peu à l'échelle de l'histoire. Et donc, il y a que je pense 4 pays africains qui ont été concernés par l'hyperinflation. Et donc, c'est des pays qui souvent ont été en guerre, comme l'Angola, la République démocratique du Congo et le Zimbabwe. Et donc, dans la plupart des pays africains, même s'ils gèrent mal leur monnaie, il y a rarement eu de l'hyperinflation. Donc, les Africains ne connaissent pas l'hyperinflation. Mais c'est une menace fictive qu'on agite pour dire aux pays africains, vous ne devez pas avoir de la souveraineté monétaire. Donc, vous devez avoir juste des régimes monétaires qui, entre guillemets, vont permettre aux investisseurs de venir investir. Mais le problème, c'est que si on regarde même le cas de la zone franc, les pays de l'UEMOA, c'est-à-dire les 8 pays qui utilisent le franc CFA en Afrique de l'Ouest, en fait, ils ne sont pas attractifs pour les investisseurs étrangers. La preuve, c'est que leur stock d'investissement direct étranger, c'est-à-dire les flux cumulés sur près de 40 ans, 50 ans, flux net, c'est inférieur au stock d'investissement direct étranger du Ghana, qui a une monnaie qui flotte, qui s'appelle le cedi, et qui se déprécie régulièrement. Donc, ça veut dire que les dynamiques d'investissement ne dépendent pas de votre taux d'inflation et ne dépendent pas également, disons, du fait d'avoir une parité fixe ou pas. Mais souvent, c'est des choses qu'on agite et qui ne sont pas fondées d'un point de vue empirique. Alors, si vous avez des questions, donc je préfère passer le micro à la salle. Allez-y. Bonsoir, je vous remercie pour la qualité de vos interventions. Je n'ai 3 questions sur lesquelles j'aimerais un peu approfondir. La première question, c'est les raisons d'être d'avoir 2 francs CFA. Il y en a le XOF et le XAF. En fait, il n'y en a aucune différence entre les deux. Ils ont le même taux de change, ils ont le même taux de parité fixe et il paraît qu'on peut les utiliser dans les autres pays. On peut utiliser le XAF dans le XOF et le XOF dans les pays XAF. Non, ça. Mais bon, ça revient. C'est quoi la raison d'être d'en avoir 2 ? La deuxième question, c'est la question de parité. Ok, c'est une question un peu controversée. Il y en a beaucoup de points positifs, il y en a beaucoup de points négatifs. Est-ce que vous ne pensez pas que la parité, c'est vrai, elle ne crée pas de nouvelles richesses, mais elle empêche les pays africains qui ont une faible compétitivité sur le marché de sombrer économiquement et socialement aussi. Vous avez parlé d'un exemple de sortir d'une zone d'union monétaire et ça risque de devenir une grosse inflation, une dévaluation totale de la monnaie. Mais on a un autre exemple dans la zone qui est l'exemple de la Guinée, par exemple. La Guinée, elle est sortie du franc CFA. Comment vous jugez l'expérience guinéenne? Comment vous jugez la monnaie guinéenne par rapport à la zone? Et est-ce que c'est un exemple qui a réussi ou un exemple qui a échoué? Et je vous remercie. Merci. Est-ce que on prend quelques questions d'abord? Vous voulez répondre directement? Vous répondez directement? Par exemple, sur la Guinée, ce qu'on ne dit généralement pas, c'est que la Guinée a été sabotée en fait. Quand le président guinéen Sékou Touré a dit « je veux quitter la zone franc », les services secrets français ont organisé une opération de sabotage. Et donc, ils ont pris des faux billets de banque et ont inondé l'économie guinéenne de ces faux billets de banque. Et ça a totalement détruit l'économie guinéenne. Ça a ajouté à des opérations militaires aussi. C'était tout un ensemble d'opérations. Oui. Je ne suis pas sûre qu'elle se porte mieux. En fait, la question, c'est que la souveraineté monétaire, il ne faut pas la voir juste, disons, dans les arrangements monétaires. Le franc CFA, c'est une monnaie coloniale. Mais tant que vous restez dans des structures de spécialisation primaire, vous ne pouvez pas avoir de souveraineté monétaire. Parce que vous êtes toujours dépendant de l'étranger pour financer votre développement. Donc, vous pouvez avoir une monnaie nationale, etc. Mais pour autant, ça ne fait
pas que vous avez une souveraineté monétaire. Et la Guinée, le problème qui se pose, c'est que la Guinée elle-même n'a pas de souveraineté sur ses propres ressources. Ça veut dire que c'est un pays qui est très riche en termes de ressources naturelles, ressources minières, etc. Mais tout le produit de l'exploitation de ces ressources minières ne reste pas dans ce pays-là. Et vous ajoutez à cela la corruption, mais c'est des pays qui ont des monnaies qui se déprécient régulièrement. Donc, c'est des monnaies nationales, mais qui ne valent rien. Et donc, tant que vous n'avez pas un peu de souveraineté sur la gestion de vos ressources, vous ne pouvez pas avoir, de mon point de vue, une souveraineté monétaire. Et par rapport aux 2 francs, s'ils sont utilisables? En fait, les 2 francs ne sont pas convertibles entre eux. Le franc CFA Afrique centrale. Il faut passer par l'euro. Il faut passer par l'euro. Oui. Et je pense aussi que c'est dû aussi à un problème de spécialisation. Parce que les pays d'Afrique centrale, 5 sur 6 sont exportateurs de pétrole. Alors que dans les pays en Afrique de l'Ouest, c'est des pays qui sont aussi importateurs nets de pétrole. Donc, c'est des spécialisations différentes. Et il y a aussi l'argument qu'au moment de la décolonisation, il y avait 2 ensembles fédéraux en Afrique centrale et aussi en Afrique australe. Et les processus de décolonisation n'ont pas été les mêmes dans les 2 cas. Oui, c'est parce qu'en réalité, ce sont les ancêtres, c'était l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. C'était déjà 2 ensembles différents. Oui. Mais effectivement, quand on a des billets de la zone CEMAC et qu'on va avec à Dakar, dans la zone UEMOA, on ne peut pas les utiliser. Oui, on ne peut pas. Donc on est obligé d'aller les changer. Et donc effectivement, ça passe toujours par l'opération fait passer par l'euro. Oui. La question de la parité aussi, comment elle empêche, est-ce qu'elle peut empêcher les économies des pays membres de la zone CFA de stagner, de sombrer économiquement et socialement? Est-ce que ça permet aussi d'avoir un peu une safety net? On peut passer à d'autres questions. On peut poser d'autres questions, oui. Je voulais revenir à la question de ce compte d'opération parce que c'est un compte spécial du Trésor, vous avez dit. Hein. Parce que ce que je sais, c'est qu'en France, il y a le principe de l'universalité budgétaire qui fait qu'on n'affecte pas des recettes particulières à des emplois particuliers. Donc le budget est calculé globalement. Il y a les recettes, et ces comptes spéciaux. Je connais bien la question parce que justement en Algérie, on a hérité encore de cette institution coloniale qui continue à fonctionner aujourd'hui. Ils avaient été créés pour des opérations ponctuelles et il y avait eu des abus. Et donc en 56, je crois, il y a parce que c'était les lois de finances complémentaires, donc il y a une loi qui est obligée à passer par la loi de finances et donc à le faire avaliser par l'Assemblée. Donc moi, ma question, d'abord, est-ce que ça reste des comptes spéciaux, un compte spécial ad vitam aeternam, ou bien est-ce qu'il est utilisé? Quelle est l'utilisation qu'en fait le Trésor? Est-ce qu'il va s'en servir, par exemple, pour combler son déficit budgétaire? Bon, ça, c'est la première question. Parce que sinon, c'est de l'argent qui est gelé, qui n'est pas placé. Enfin, là, il y a quand même un problème. Et ma deuxième question, c'est sur la surévaluation de la monnaie, parce que là, il faut faire attention, parce que si c'est des pays pétroliers, il y a le Dutch disease, hein, le fait que les monnaies des pays pétroliers, en épisode de boom, elles sont surévaluées, et ça fragilise beaucoup ces économies. Et puis, quand il y a des chocs à la baisse, elle est au contraire sous-évaluée. Voilà. Tu veux qu'on prenne une deuxième question? Thank you very much. Just a clarification from the presenters, please. You talked about CFA and its significance within the context of monetary relations in Africa. And my question is this. What is the implication of a CFA for the quest for monetary integration in Africa, perhaps from the standpoint of what happens within the context of West Africa and Central Africa? Is it really a disadvantage or an advantage? Thank you. Par rapport à la première question, les comptes d'opération sont des comptes spéciaux du Trésor français. Et donc, pour être plus précis, ils font partie des comptes de prêt.
Et donc, ces comptes sont retracés dans la loi de finances. Et donc, les comptes d'opération, en fait, l'argent qui est décaissé, éventuellement, c'est via un décret du ministère des Finances. Et il n'y a pas besoin de la permission de l'Assemblée. Et donc, à tout moment, le ministère des Finances peut venir dire les banques centrales africaines ont besoin, je ne sais pas, 1 million d'euros, et je mets 1 million d'euros. Et il n'y a pas besoin de la permission de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est des conventions aussi que les banques centrales signent avec le Trésor français. Et donc, c'est en vertu de cette convention que les banques centrales sont tenues de déposer 50% de leurs réserves auprès du Trésor français. Mais c'est un jeu de dupes. On fait tout pour que les banques centrales ne voient jamais leurs réserves s'épuiser. Parce que la France est représentée dans le comité de politique monétaire. C'est la France qui décide la politique monétaire. Donc, c'est pourquoi le compte d'opération n'est jamais débiteur. Au contraire, c'est les Africains qui placent leurs réserves. Et effectivement, ces réserves-là font partie, disons, de la trésorerie du gouvernement français. Et donc, il y a un rapport, parce que si je le dis, on va dire que c'est parce qu'il est critique du franc CFA. Mais en 1970, il y a un rapport du Comité économique et social français qui disait que les réserves des pays africains servent à amortir la dette française, la dette publique française. Et donc, la France n'a pas besoin des réserves africaines pour payer sa dette, mais le fait est qu'elle les utilise. Et donc, par rapport à la question du rôle du franc CFA dans la dynamique d'intégration monétaire, en fait, le franc CFA joue un rôle nocif. Pourquoi? Parce que les pays africains ont un projet d'une monnaie unique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, sur le modèle de l'eurozone. Moi, je ne suis pas favorable à cette monnaie unique. Mais le fait est que le Nigeria, qui est la plus grande puissance de l'Afrique de l'Ouest, et même du continent, 2/3 du PIB de l'Afrique de l'Ouest et plus de 50% de la population de l'Afrique de l'Ouest, a dit aux pays qui utilisent le franc CFA, si vous voulez qu'on aille vers une monnaie unique pour la région, il faut un plan de divorce. Parce que moi, Nigeria, je ne peux pas accepter d'être sous la tutelle du Trésor français. Mais depuis que le président nigérian a dit ça en 2017, aucun de ces pays ne s'est exécuté. Et actuellement, le projet de la France, c'est de faire capoter le projet de monnaie unique CEDEAO pour dire qu'il faut faire des réformes et pour ne pas qu'il y ait cette monnaie unique CEDEAO. Donc c'est pourquoi souvent on dit qu'en Afrique de l'Ouest, il y a deux grandes puissances, le Nigeria et la France. Et donc les pays CFA n'iront jamais, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le franc CFA, ce n'est pas seulement une monnaie, mais derrière, c'est un système d'économie politique. Parce que les dirigeants qui arrivent au pouvoir, ils ne parleront jamais du franc CFA, parce qu'ils savent qu'ils ne resteront pas longtemps au pouvoir. Donc, si vous voulez rester au pouvoir, ne parlez pas du franc CFA. Et si vous voulez accéder au pouvoir, ne parlez pas du franc CFA. Et donc, il faut dire des banalités du genre. Il y a des inconvénients, bien sûr, mais on a la stabilité économique. Et vous réglez la question. Et donc, à chaque fois, en fait, l'épisode le plus significatif, c'est que lorsque les 15 États de la CEDEAO, c'est-à-dire la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, sont réunis pour parler de l'éco, le président ivoirien, quelques jours après, est allé chez Emmanuel Macron pour lui dire qu'est-ce qu'on fait. Et donc, sur le perron de l'Élysée, le président ivoirien est allé à contre-courant de ce que les chefs d'État de la CEDEAO s'étaient accordés. Et donc, on voit que tant qu'existe le franc CFA, il ne pourra jamais y avoir véritablement, disons, d'intégration économique réelle entre les pays africains eux-mêmes. Voilà. Juste, je vais rester dans ce cadre-là. Les banques centrales, enfin par définition, les banques centrales, c'est-à-dire c'est l'économie du pays, c'est-à-dire comment dirais-je, on trace cette politique économique. Bon, et avec le Trésor. Donc le Trésor, en quelque sorte, vous dites que l'économie, disons, des pays africains adhérents CFA s'intègre dans un processus, enfin, comme si quelque chose de si simple. Or, c'est pas ça. Les banques centrales tracent une politique économique juste
enfin, juste, dans le cadre de cette logique économique, stabilité économique, exploitation et tout ça. Bon, c'est-à-dire cette relation, et c'est pas, ça se fait pas de cette manière. Enfin, peut-être il y a quelque chose, ça je ne le connais pas. Bon, ma deuxième question, c'est, vous avez dit tout à l'heure, c'est pour l'exploitation des ressources naturelles des pays africains. Or, ces ressources-là, bon, par exemple, je prends les mines, je prends par exemple l'or et tout ça, il y a un certain tarissement de ces ressources-là. Comment le CFA a pu, c'est-à-dire, ou peut s'en dépasser, enfin, peut-être il trouve un autre mécanisme. Ma question, c'est relatif à ce qu'on appelle l'exploitation des ressources naturelles. C'est-à-dire, il y a un point, ce qu'on appelle un seuil de stagnation. C'est-à-dire, cette relation, ce mécanisme-là, comment on le dépasse? C'est comment? Est-ce qu'il y a une autre question ou on passe au... Ouais. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais aller au-delà de l'aspect technique pour parler un peu de ce que vous avez mentionné au début de votre présentation, les mouvements populaires qui se sont intéressés, qui ont mis au cœur de leurs préoccupations le franc CFA et la souveraineté monétaire. Qu'est-ce qui a fait réagir ces mouvements-là et les a fait sortir? Et on a fait un débat réellement public et qui a eu beaucoup d'impact dans les médias internationaux. Merci. Merci. Bon, je voulais vous poser une question. Excusez ma niaiserie. Quand vous dites que le franc CFA est dévalué par rapport au franc de la métropole, donc là, on était dans une parité 1-2. Ma niaiserie dirait que plutôt c'est une aide au développement de la zone CFA, de la zone monétaire CFA, puisque je vous achète cher vos produits. Et donc, avec les réserves, ce que vous n'expliquez pas, c'est est-ce que la zone, elle peut avoir des relations commerciales hors zone? Donc, moi, comme ça, techniquement, moi, je pense que c'est comme une sorte d'aide au développement. C'est le contraire. Et puis, vous expliquez que la calamité de la zone, elle vient de cet arrangement monétaire. C'est pas très clair, dans le sens que je viens de vous expliquer. Et la calamité, est-ce que les enjeux géopolitiques, la corruption, vous ne parlez pas de tout ça? Alors pour revenir sur on va commencer par les mouvements sociaux qui grossissent depuis 4-5 ans. D'abord, peut-être qu'il faut préciser qu'il y a toujours une contestation du franc CFA depuis, disons, 1960. Si on regarde, il y a eu un certain nombre d'économistes qui se sont intéressés à la question et qui ont produit des articles et des livres très critiques, mais qui n'ont pas eu l'écho qu'il aurait fallu sans doute. Je pense notamment à Samir Amin qui a écrit même un projet de réforme du franc CFA à la fin des années 60 à la demande du président du Niger, Amani Diori, à l'époque. Donc il y a toujours eu une contestation qui ne s'est pas forcément construite chez les citoyens ordinaires, parce qu'encore une fois, tout a été fait, du moins c'est ce qu'on constate,
pour que les uns et les autres en sachent le moins possible en fait sur la manière dont les choses fonctionnent. Et quand on ne sait pas comment les choses fonctionnent, on peut difficilement les contester évidemment. Et avant d'arriver à ce qui se passe aujourd'hui, il faut aussi préciser, donc je parlais du président du Niger en fin des années 60 qui voit bien qu'il y a un problème, et il n'était pas le premier à le voir, ce problème. En 1963, Modibo Keïta, président du Mali, a eu un projet de lancer une monnaie nationale qui s'est passé, et il a fait tout un discours à l'Assemblée nationale le jour où cette monnaie nationale était lancée, et il a décrit exactement les problèmes de développement que posait cette monnaie, et il avait aussi remis en cause la fameuse garantie de convertibilité. Il disait bien que si la France garantit cette monnaie, c'est parce qu'en fait elle sait qu'elle n'aura pas à faire jouer cette garantie. Donc il y a eu aussi contestation de la part de présidents, de dirigeants, d'économistes. Certains ont eu des problèmes par la suite. On peut penser à Sylvanus Olympio, président du Togo, qui a été assassiné en 1963. Lui aussi, il avait un projet de lancer une monnaie nationale qui n'a pas vu le jour puisqu'il a été assassiné. Bon, il y a encore beaucoup de choses troubles autour de cet assassinat, mais il y a clairement un lien entre ses volontés d'émancipation de son pays vis-à-vis de la France. Donc voilà, il y a eu ce mouvement-là en 1960, plusieurs États ou présidents ou dirigeants qui ont essayé de monter un autre projet pour leur pays. Et puis aussi au début des années 70, il y a eu vraiment une remise en cause assez générale de la part des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre, dont on a un peu oublié l'histoire, mais quelques-uns ont porté un projet clair de remise en cause des accords de coopération militaire, mais surtout monétaire. Le franc CFA occupait vraiment une place très importante dans leur démarche auprès des autorités françaises, qui ont eu, elles, une réponse qui restera toujours la même et qu'on constate encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début, elles font semblant de ne pas trop comprendre ce qu'on leur dit. Puis finalement, elles comprennent qu'il y a un enjeu terrible derrière qui se profile. Et là, elles vont faire quelques petites concessions qui ne portent pas préjudice à leurs propres intérêts. Mais voilà. Et c'est dans cette période des années 70 de contestation assez forte des dirigeants que les deux pays ont quitté la zone, France, la Mauritanie et Madagascar, avec des trajectoires assez intéressantes à l'époque. Bref, maintenant, si on parle des mouvements sociaux d'aujourd'hui, donc depuis 4-5 ans, on voit qu'il y a une contestation de citoyens. Il y a des mouvements qui se construisent en particulier au Sénégal. Il y a un mouvement d'activistes qui s'appelle, et c'est très révélateur, France Dégage, et qui donc demande à la France, entre autres, de sortir du franc, de ce système CFA. Je pense que le Sénégal est le pays où le mouvement est le plus structuré ou le plus articulé. Dans d'autres pays où la société civile est moins active ou bien a plus de difficultés à exister, c'est un peu plus faible. Mais ce qu'on constate, c'est il y a une conscientisation de plus en plus importante au niveau de la jeunesse en particulier, et ça, je pense qu'on peut l'attribuer aux réseaux sociaux. Si vous regardez les réseaux sociaux, les messages WhatsApp qui circulent dans les pays de la zone franc, il y en a beaucoup qui concernent le franc CFA, qui sont extrêmement critiques et qui sont de plus en plus précis dans les détails, qui sont de plus en plus précis dans les faits dénoncés, la contestation. Ça, c'est assez intéressant à observer. Et la conséquence, c'est qu'on voit depuis aussi 2-3 ans les autorités françaises être obligées d'avoir une réponse sur la question, être obligées de proposer éventuellement, OK, on est ouvert à une réforme, oui, on veut bien. Bon, ils vont jamais très loin. C'est OK, on veut bien changer de nom. On a compris que ça vous posait problème. On veut bien changer de nom. On veut bien aussi changer de périmètre. C'est-à-dire qu'en fait, ils laissent entendre que OK, on peut changer le nom du franc CFA et on peut peut-être élargir la zone franc à d'autres pays, dont le Ghana. Ça, voilà, on en est là aujourd'hui. Et on voit bien que du côté français, il y a un blocage total, et peut-être qu'il est plus fort encore aujourd'hui parce que l'enjeu est de plus en plus grand, puisqu'il y a plus de concurrence. La Chine est là, la Russie aussi, sont de plus en plus présents dans ces pays, entre autres, dans ces 14 pays de la zone franc. Bref, le système, on sent, il craquelle, et la France, les autorités françaises sont en train d'essayer de colmater les brèches. Mais voilà, effectivement, cette contestation, elle est là, et moi, je pense qu'on peut beaucoup l'expliquer par les réseaux sociaux et par le fait qu'il y a aussi un livre qui est sorti en 2016, un livre auquel tu as participé, collectif sur le franc CFA, était un peu technique. C'est pour ça que nous, ensuite, on a fait ce livre qui est plus
plus accessible. Mais bon, il y a des choses très intéressantes à observer effectivement sur cette question des mouvements sociaux. Par rapport à la question de monsieur, si la dévaluation est une aide au développement, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce qu'il faut retourner au contexte de l'époque. C'est un nouvel ordre économique mondial qui se dessine, l'ordre de Bretton Woods. La monnaie dominante, c'est le dollar américain. Et donc le projet français, c'est comment maintenir un empire monétaire, colonial, néocolonial, dans un monde dominé par le privilège exorbitant du dollar. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on dévalue la monnaie française et ça crée les francs coloniaux, le franc CFA. Et donc, après, on a une parité surévaluée. Mais il faut vous rappeler que les exportations de ces colonies sont libellées en dollars. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et donc, si ces pays étaient souverains, la France aurait dû acheter leurs matières premières en dollars. Mais grâce au système franc CFA, la France n'a pas besoin de détenir des dollars pour avoir accès aux matières premières des pays africains. Elle les a à crédit, en créditant les comptes d'opération. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et à l'époque, les matières premières africaines étaient achetées par la France 50% en dessous des cours mondiaux. Donc ce n'était pas de l'aide au développement. Donc c'était un mécanisme de drainage des ressources africaines. Et aussi, l'un des autres, indépendamment de l'aspect ressources réelles qui sont drainées, c'est aussi la possibilité de permettre aux entreprises françaises de rapatrier leurs profits sans risque de change et avec l'assurance qu'il n'y aurait pas de pénurie, disons, de devises étrangères. Et donc, c'est ça, en fait, la vocation initiale du système franc CFA. Et il faut aussi vous rappeler que le franc français a toujours été une monnaie faible. Entre 1948 et 1986, il y a eu 10 dévaluations du franc français. Et les colonies africaines ont participé un tant soit peu à soutenir la monnaie française. Parce que si la France devait acheter toutes ses matières premières, toutes ses importations en dollars, qu'est-ce qui devrait se passer? Mais le taux de change du franc français allait baisser drastiquement. Et donc, grâce au franc CFA, la France a pu, un tant soit peu, soutenir son taux de change. Et d'ailleurs, on connaît l'histoire de l'euro. L'histoire de l'euro est née du complexe français. Parce que la France a toujours eu une monnaie faible, et donc elle s'est dit, il faut que j'accroche l'Allemagne pour avoir la même parité monétaire. Et la France ne pouvait avoir la même parité monétaire qu'à travers une union monétaire du type de la zone euro. Et donc, ça aussi, il faut le comprendre. Les pays africains, quand ils étaient des colonies, ont participé de manière importante à la reconstruction de l'économie française. Et donc, elles ont absorbé également toute l'inflation qui est venue de l'économie française. Et donc, je pense que peut-être que ça répondra à la question de monsieur sur la mesure dans laquelle le système franc CFA permet le drainage des ressources. Là, il faut juste raisonner avec la théorie monétaire de l'État, en fait, la théorie chartaliste. Oui. Donc, l'État, en émettant sa propre monnaie, peut drainer les ressources. Donc, la France a agi d'une certaine manière comme un souverain chartaliste dans les pays CFA. Elle n'avait pas besoin d'éteindre des dollars, mais juste de créditer les comptes d'opération pour obtenir cacao, coton, pétrole, gaz, etc. Donc ça, faut le comprendre. Par rapport à la corruption, voilà, c'est un phénomène important, mais je ne pense pas que c'est la corruption qui explique le sous-développement qui existe dans les pays africains. Et la corruption également n'est pas seulement réservée aux chefs d'État, à l'élite politique. La corruption a des effets beaucoup plus importants quand elle s'origine des multinationales. Parce qu'on sait que la corruption qui vient des multinationales a des effets beaucoup plus désastreux que la toute petite corruption. Je la condamne bien évidemment, mais c'est très peu par rapport à la corruption qui vient des multinationales. Exemple de... Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pour juste prendre un cas, le Sénégal est devenu pays producteur de pétrole et de gaz. Ça va commencer en 2022. Et donc, on devait attribuer des blocs d'exploitation de pétrole, des blocs pétroliers. Et il y avait des entreprises qui avaient soumissionné. Il n'y avait pas d'entreprise française. C'était il y a 2 ans, 3 ans.
le premier ministre français de l'époque, Manuel Valls, passe au Sénégal et il voit le président de la République. 2 mois plus tard, on dit qu'on a attribué des blocs de pétrole à Total. Et Total avait la pire offre possible. Le ministre des hydrocarbures sénégalais a démissionné. Le jour où il a démissionné, le Premier ministre a hérité de son poste de ministre des hydrocarbures. Le Premier ministre a signé le décret attribuant les blocs pétroliers à Total en tant que ministre des hydrocarbures et il s'est contresigné lui-même en tant que Premier ministre. Récemment, la BBC a inventé un gros scandale de pétrole concernant le Sénégal. Donc, il y a des millions d'exemples. Donc, en général, la problématique du sous-développement ne peut juste être ramenée à des questions de corruption des États, etc. C'est beaucoup plus complexe que cela. On va prendre une autre question derrière. Merci. On sait que les pays africains sont parmi les pays les plus endettés dans le monde. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, quel est le rôle du système franc CFA dans l'aggravation de la dette et de la dette souveraine des pays africains. Merci. Vous avez parlé de la concurrence de la Chine, de la Russie, des pays qui sont de plus en plus présents dans cette zone de CFA. On voit aussi des relations assez développées entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Donc, est-ce que ces pays-là, ces acteurs-là, est-ce qu'ils étaient porteurs de projets de changement de ce système? Est-ce qu'ils ont négocié avec la France pour changer ce système, surtout la Chine, qui se projette beaucoup sur l'Afrique, ou c'est juste une concurrence sans négociation, sans échange avec la France qui détient ce monopole économique et monétaire? Merci. Alors, si mon mémoire est bonne, je crois que la CEDEAO a adopté une nouvelle monnaie, c'est l'ECO. C'était fin juin 2019, c'est ça? Et ils ont décidé que cette nouvelle monnaie va entrer en vigueur à partir de 2020. Et on sait très bien que la moitié des pays de la CEDEAO sont des pays CFA. Ces pays CFA, est-ce qu'ils vont démanteler tout le système CFA ou est-ce qu'ils vont juste changer de nom, c'est-à-dire de CFA, on passe à l'ECO? Avez-vous une explication de ce changement, de ce basculement? Merci. Alors sur cette question de l'ECO, ça reste assez flou et en même temps ça se clarifie de plus en plus. Effectivement, le nom ECO a été adopté en juin dernier, mais il y a énormément de choses qui n'ont pas, elles, été décidées, travaillées. Donc effectivement, la date de mise en œuvre de cette nouvelle monnaie de 2020 paraît totalement illusoire, d'autant plus que c'est ce que disait tout à l'heure Ndongo, les pays de la zone franc, donc les 8 pays qui sont membres de la CEDEAO, n'ont donné aucun signe qu'ils voulaient en réalité quitter la zone franc. Donc ça veut dire que s'ils ne quittent pas la zone franc, il n'y aura pas possibilité de monnaie unique. Et alors, ce qu'on observe ces dernières semaines, c'est, et là aussi c'est à nouveau le président ivoirien, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui est un peu le gardien du temple, on va dire, depuis qu'il est à la présidence. C'est toujours lui qui défend publiquement le franc CFA en disant c'est une monnaie solide, c'est une monnaie qu'on a adoptée, c'est nous qui l'avons voulu et on est très content avec ça. Et maintenant, il semble dire
que finalement l'éco devra être le nouveau nom du franc CFA, et sous l'argument que les pays de la zone franc d'Afrique de l'Ouest seraient plus prêts, rempliraient plus les critères de convergence qui ont été définis pour pouvoir adopter cette monnaie, faire partie de cette union monétaire. Donc les pays de la zone franc seraient plus prêts que les autres. Et donc ils pourraient être les premiers à adopter cette monnaie. Tout en disant, mais en fait, ce sera le nouveau nom du franc CFA. Enfin bref, c'est très flou, et ce flou, évidemment, montre qu'il n'y a aucune volonté de changer quoi que ce soit, et que peut-être qu'effectivement, ils vont dire que le franc CFA s'appelle ECO. Il est probable que on aboutisse à ça, mais le fonctionnement du système lui-même, visiblement, il ne changera pas, en tout cas pas tout de suite. Et c'est pareil, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu des déclarations totalement contradictoires du président Ouattara sur le perron de l'Élysée. Effectivement, il a dit que l'éco sera rattaché à l'euro. Il y aura une parité fixe. 3 jours avant, les présidents de la CEDEAO avaient dit que ce sera une monnaie qui aura un taux de change flexible, donc il n'y aura pas de parité fixe. Mais lui, il a dit 3 jours plus tard, il y aura une parité fixe et ce sera rattaché à l'euro, parce que nous, on est contents avec la parité fixe, avec l'euro, avec le CFA. Bref, tout montre que en 2020, il n'y aura pas de monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Par rapport à la question sur le rôle du CFA dans l'endettement des pays africains, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays en fait, de la zone CFA en fait, sont rationnés en termes de crédit bancaire. Donc, c'est une zone qui est contrainte en termes de crédit bancaire. Donc, il y a très peu de crédit pour le secteur privé. En moins, dans l'UEMOA, le ratio crédit à l'économie sur PIB, c'est 23%. 23%, ça veut dire pour les grands pays. Mais pour les petits pays, parfois, c'est de l'ordre de 10%. En Afrique centrale, c'est 11-12%, la moyenne. Donc, ça veut dire que le secteur, il n'y a pas de secteur privé. Et la meilleure preuve qu'on n'a même pas de banque centrale, c'est que récemment, au Sénégal, la banque centrale est sortie pour dire que les PME-PMI sénégalaises représentent 97% du tissu économique. Et ces 97% du tissu économique ne reçoivent que 5% du total des crédits bancaires. Donc, c'est comme ça le système CFA. Donc, ça place structurellement les États dans une position de développeur. Donc, comme il n'y a pas de secteur privé, le rôle de l'État est élargi. Mais comme aussi l'État ne peut pas se financer à travers le secteur bancaire local, donc ça devient problématique. Pourquoi? Parce que avec les changements de statut de la Banque centrale dans le milieu des années 2000, la Banque centrale ne peut même plus faire d'avance au trésor des pays africains. On a eu la même chose en Tunisie. Et l'autre chose, c'est que lorsque l'État veut s'endetter auprès des banques commerciales, le maximum que la Banque centrale peut financer est limité à 35% des recettes fiscales de l'État. Et comme généralement les taux d'intérêt sont élevés, nos États préfèrent s'endetter en monnaie étrangère. Donc vous voyez à quel point ce système est pervers. Donc on vous contraint monétairement sur le plan intérieur, et donc après vous utilisez le carnet de chèques pour aller vous endetter à l'étranger parce que vous dites que voilà, c'est plus facile pour vous, les taux d'intérêt sont plus faibles et vous pouvez avoir les... Et parfois même, c'était des formes d'endettement qui cachent. Par exemple, au Congo, à un moment donné, on pensait que le ratio dette sur PIB, c'est 60%. Et donc, on s'est réveillé, le FMI dit, ah mais non, ce n'est pas 60%, c'est le double, c'est 120%. Et donc, on disait que cette zone-là permet la discipline fiscale, etc., mais c'est faux. Parce que les États, à un moment donné, ne peuvent pas rester là, regarder la misère. Ils vont dire, il faut qu'on s'endette pour faire des choses, financer des choses. Et donc, le CFA, c'est un mécanisme qui, structurellement, en tout cas, favorise l'endettement des États. Et l'endettement des États en monnaie étrangère. Et donc, par rapport à la Chine commence un peu à, disons, changer la donne. Pourquoi? Parce que la Chine, maintenant, est devenue l'un des premiers partenaires commerciaux des pays africains de la zone franc. C'est-à-dire que la France, dans son propre précaré commercial et monétaire, maintenant, c'est la Chine qui vient concurrencer et la Chine qui est le premier partenaire commercial. La France ne commerce pas avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. C'est moins de 3%. La France n'est présente que dans les pays africains, francophones pour l'essentiel. Et donc, même dans ce terrain-là, la France est concurrencée par la Chine.
Et la Chine aussi prête de l'argent aux pays africains, au gouvernement en tout cas, qui parfois se retrouvent dans des situations très difficiles. Quand le FMI ne veut pas prêter, quand la France dit qu'il faut l'austérité, mais vous pouvez vous endetter à travers des prêts chinois déguisés. Et donc les pays comme le Congo, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ça veut dire que la Chine est un peu en train d'éclabousser tout cela. Mais au-delà, c'est que la Chine aussi essaie de se passer du dollar dans le commerce entre, disons, entre la Chine et les pays africains. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique du Nord pèse très peu en termes, disons, d'exportation dans les pays africains. Donc les paiements commerciaux de l'Afrique vers l'Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis et Canada, c'est 10% du total des paiements. Mais par contre, le dollar représente à peu près 45% du total des paiements commerciaux en Afrique. Pourquoi? Parce que le dollar est la monnaie qui lie le commerce entre l'Asie et l'Afrique. Et donc, les Chinois veulent se dédollariser. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de trouver des accords avec les banques centrales pour ne plus passer par le dollar. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas faire ça avec les pays de la zone franc. Parce que la France ne veut pas qu'on touche à son prêt carré monétaire. Mais de toute façon, ce prêt carré monétaire, il ne peut plus perdurer. Parce que les pays africains échangent de moins en moins avec la zone euro. Et donc, ça veut dire le commerce, les importations, c'est de plus en plus en dollars. Et leurs exportations, c'est toujours en dollars. Donc, du coup, la parité fixe avec l'euro, ça ne se justifie pas. Ça se justifie de moins en moins. Et donc, je pense que ce système, pour plusieurs raisons, n'est pas tenable. Je vais juste ajouter une petite chose sur l'influence de la Chine et de la Russie. Évidemment, c'est bon pour les dirigeants qui essayent de sortir de cette tutelle, enfin pour ceux qui ont envie, ça leur permet de jouer un peu sur différents tableaux, d'avoir plus de relations avec la Chine ou la Russie. Et on l'a vu récemment avec ce fameux sommet de Sochi entre Russie et Afrique, où un certain nombre de chefs d'État étaient là-bas. Et ça me ramène aussi à la question des mouvements sociaux. On observe aussi une influence russe en ce moment, qui finance visiblement quelques activistes sur la question du franc CFA. Donc on sent qu'il y a un certain nombre d'adversaires de la France sur le plan géopolitique qui essayent d'actionner cet outil parce qu'on y voit bien aussi que cette histoire à la fois est très porteuse de contestation sur le terrain, et puis qu'il y a des failles de plus en plus grandes qui sont là, des brèches. Ouais. On va peut-être prendre les 3 dernières questions, s'il y a encore des questions, parce qu'on a dépassé le temps réservé pour les... D'accord. Ma question, comment la Tunisie et le nord d'Afrique ont échappé de ce CFA? Oui. Parce que, oui, mais sans nier qu'on vit le néocolonialisme en Tunisie, on est très conscient, on est un pays volé aussi par la France, avec tous mes respects à tous les Français. Et là, je me pose la question, comment les pays africains de cette zone CFA ont pu accepter ça, cette situation? J'imagine en Tunisie, on ne va pas l'accepter. Je parle des citoyens. Parce que l'indépendance, c'est les citoyens qui l'imposent. Et d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir, quand vous êtes en train de parler, je pense avec, comment dire, le système, la politique, en français, comment le dire? La terre brûlée, c'est ce que l'autorité française est en train de faire avec les pays qui cherchent leur indépendance financière. Je pense que tous les pays, et aussi les pays de Nord d'Afrique, la Tunisie en premier lieu, en même temps, tous les peuples doivent il faut avoir une union entre les peuples pour révolter contre ce genre de colonialisme. De cette manière, on va épuiser l'autorité française. L'autorité française ne peut pas appliquer cette politique de terre brûlée avec tous les pays, ça va l'épuiser. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est vraiment, je suis très choquée, je n'ai pas pensé que c'est à ce point que c'est colonisé, c'est à ce point, parce qu'on est colonisé. Oui, en Tunisie, mais pas à ce point quand même. C'est pour cela que je me pose les questions. Et excusez-moi, moi je suis très sincère. C'est ce qui me passe dans la tête en tout cas. Et ma question aujourd'hui, j'ai assisté à une conférence où on parle de crypto money. Monnaie crypturale, je n'ai pas saisi le nom français, mais crypto money. Non, c'est pas la monnaie électronique, c'est
crypto-monnaie, et on dit que c'est la monnaie, la solution pour se sauver de tous les problèmes monétaires et tout, la colonisation monétaire internationale. Est-ce que ça peut être le cas aussi pour l'Afrique? Pour nous, en tout cas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc vous, madame, et ensuite vous, monsieur, au fond. Merci à Rosa Luxembourg de nous avoir donné l'opportunité d'avoir ce débat et cet échange. C'est une très belle opportunité, surtout qu'en Tunisie, on a rarement l'occasion de discuter de l'Afrique subsaharienne avec tous ces conflits qui ne sont que les mêmes que le nôtre. On vient juste de réaliser que l'effet de la colonisation française aussi, il est un peu semblable, pas le même degré, pas les mêmes, mais les mêmes pratiques, les mêmes process pratiquement. Donc merci infiniment pour vous pour avoir organisé l'événement. Merci pour les intervenants pour toute la matière. Ma question très simple et très rapide. D'accord, on a bien compris cet effet euro ou franc français, politique monétaire. Mais vous ne voyez pas en disant que la monnaie internationale de commerce est le dollar et que en faisant tout ça, on est en train de faire des privilèges pour la France, ils sont en train de bénéficier de nos ressources à des prix moins bas et tout, et que normalement ça aurait dû être le dollar. Mais ça, pour moi, en tant que souveraineté, je parle avec la casquette souveraineté, pour moi, faire les transactions en dollars ou en euros importe peu. Je suis toujours un petit pays qui est tout seul, qui est en train de souffrir. Donc, peut-être changer vers le dollar, je ne pense, ça va détruire la France, en quelque sorte, sur le plan économique, sur le plan de change. Mais ça n'a pas nécessairement rapporté, pour nous, pays africains, à notre avantage. Par contre, faire des négociations avisées, indexées sur le taux de dollar, ça serait plus intelligent. On est dans un win-win partenariat, d'accord? Donc, quelque part, on doit faire des partenaires. L'Europe, la Chine, la Russie, entre Africains, Maghrébins, on doit faire des choix, des stratégiques. Mais pour moi, je ne suis pas du tout dans cette logique où on doit mieux négocier les choses, parce que dollar ou euro, c'est toujours des puissances, et c'est un monopole aussi. On va partir d'un monopole qu'on connaît vers un monopole qu'on ne connaît même pas et qui est très capitaliste. Ça sera encore pire. D'accord? Merci. Je vous remercie. En fait, ma question sera surtout sur la corruption. Parce que tout à l'heure, quand le monsieur a soulevé la question de la corruption, vous avez dit que c'est minime. Alors, quand on voit, par exemple, en Côte d'Ivoire, depuis la prise de pouvoir de M. Alassane Ouattara, quand on voit les scandales de corruption, les marchés internationaux, le budget chargé de l'aide au développement, que ces gens autour du pouvoir ou ces gens du pouvoir comme Alassane Ouattara et ses ministres arrivent à détourner. Ne pensez-vous pas que lorsqu'on va gagner ce combat de scission avec la France et se séparer du franc CFA, on ne sera pas confronté à un autre combat qui est la corruption des pseudo-présidents, mais en réalité des préfets de la France qui vont actionner l'autre machine de contrôle sur l'économie de ces pays qui sont en Afrique subsaharienne. Je vous remercie. En fait, je voulais vous remercier pour la qualité de cet exposé qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses à propos du CFA, surtout quand on a visité l'Afrique et qu'on a pu constater que c'était vraiment une cherté de la vie parfois insoutenable. Et finalement, si j'en ai bien compris, la France vient acheter ce dont elle a besoin avec finalement sa propre monnaie. Et puis finalement, elle rapatrie tout cet argent-là sous forme de réserves qui sont injectées dans son économie, dans son système financier, pour maintenir sa monnaie. Et puis par la suite, elle empêche ces pays de se développer, parce qu'elle leur maintient une monnaie qui est assez forte, donc elle les empêche de s'industrialiser, d'être compétitifs.
Et en fin de compte, elle assure l'absence d'inflation. Donc tous ces investissements et toutes les dettes qu'elle va octroyer à ces pays-là, elle est garantie de pouvoir les rapatrier en très bon état. Donc ces pays sont pris dans un piège. Je vous souhaite à vous, également en partie à nous, de pouvoir s'en sortir un jour. Merci. Alors, on va faire une exception et on va vous laisser vraiment finir, mais vraiment très brièvement, et on laisse Ndango et Fanny répondre. Oui, j'ai juste une petite question, parce que je ne sais pas si j'ai bien compris, mais finalement, je me demandais qu'est-ce qui a changé avec la création de l'euro, parce que le franc CFA, vous disiez qu'il est à parité fixe avec l'euro, mais que la convertibilité, elle concerne les pays africains. Mais est-ce que c'est convertible avec... c'est-à-dire, est-ce que la création de l'euro a ouvert toute la zone euro au franc CFA? D'accord. Donc, OK. Donc, il y a quand même un changement important. C'est quand même une opportunité importante d'avoir cette possibilité de convertibilité avec toute la zone euro. Ce n'est pas la même chose que quand c'était que la France, quoi. Voilà. Oui, et le passage à l'euro a fait que la France a négocié au maximum pour conserver le franc CFA et a dû faire des petites concessions. C'est-à-dire que si, pour certaines choses, par exemple, s'il y a une décision de changement de parité ou décision de faire entrer de nouveaux membres dans la zone franc, elle est obligée de consulter ses pairs européens. Elle a un peu de souveraineté, voilà. Mais pour le reste, effectivement, si on est une entreprise italienne, voilà, les avantages de l'euro et du CFA sont les mêmes que pour une entreprise française grâce à l'euro. Et je vais maintenant répondre au monsieur au fond. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit que le franc CFA aujourd'hui, c'est plus la présence de l'armée française, parce qu'en fait, ce sont aujourd'hui les deux outils majeurs de la France dans la zone franc. C'est ça aujourd'hui qui permet à la France de modeler toutes ses relations, d'influer sur la trajectoire politique, de mettre en place un certain nombre de présidents qu'elle peut contrôler ou qui lui sont redevables et donc qui feront ce qui est bon pour ses intérêts. Si un jour la Côte d'Ivoire, rien que la Côte d'Ivoire, quitte la zone franc, le système s'écroule, puisque c'est elle, côté, en tout cas Afrique de l'Ouest, qui rapporte le plus de devises, parce que c'est elle qui est la plus riche en cacao notamment, donc c'est elle qui alimente le compte d'opération plus que les autres. Donc si la Côte d'Ivoire seule quitte le franc CFA, quitte la zone franc, le système s'écroule. Et à partir de là, si le système s'écroule, si la Côte d'Ivoire ou les autres pays quittent la zone franc, ben la France n'a plus aucun moyen de contrôle, en fait. Elle perd tout. Et dans ces cas-là, elle devra aussi, je pense, quitter militairement ces pays-là, parce qu'en fait, elle les tient. Quand on tient la monnaie d'un pays, on tient tout son système financier, économique, mais politique aussi. Et aujourd'hui, par exemple, si la France a un statut de membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est grâce aux 15 pays qui sont derrière, les 15 pays de la zone franc, j'ajoute les Comores. C'est eux qui lui donnent cette force et elle peut défendre son statut de membre permanent. Mais sinon, si le franc CFA n'est plus là, elle n'a plus de moyens de contrôle. Le compte d'opération n'existe plus, elle ne peut plus avoir une mainmise comme ça, un droit de regard, un droit de contrôle. Et donc, ça modifiera totalement les rapports des pays concernés avec la France. J'ai juste un petit exemple qui, pour moi, est extrêmement frappant, qui montre ce rapport de tutelle, de domination. Il est symptomatique, à mon avis. Le président Macron, peu après son élection, est allé en Afrique et est allé au Burkina Faso. Il a rencontré le président Roch Kaboré, il a fait tout un discours dans un amphithéâtre, il s'est moqué de lui, ça a fait rire tout le monde. Il s'est permis ça. Et à la fin, quand il a quitté le Burkina Faso, sur le tarmac de l'aéroport, il s'est permis de tapoter la joue de Roch Kaboré pour lui dire, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, salut mon gars, à la prochaine. Enfin bref, il a eu une attitude extrêmement choquante. En plus, il est plus jeune que le président burkinabé, donc on ne tapote pas la joue de son homologue. Et quand il est arrivé dans sa visite suivante au Ghana, il a eu une attitude totalement différente. Il a tenu une conférence de presse avec le président ghanéen à côté de lui. Il s'est tenu à carreau. Il n'a pas du tout eu ce comportement
on va dire paternaliste, enfin, ou en tout cas moqueur. C'est pas du tout la même chose. Donc vraiment, cette question du franc CFA, à mon avis, elle est centrale et elle explique. Enfin, on ne peut pas comprendre la relation entre la France et ces pays de la zone franc si on ne s'intéresse pas au franc CFA. C'est pas possible. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Je sais plus quelles étaient les autres questions. En fait, par rapport à la création de l'euro, j'ajouterais qu'en fait, maintenant le franc CFA est sous double tutelle, française et européenne. Par exemple, si on doit dévaluer le franc CFA, il faut que la France en informe les autorités de l'Union économique et monétaire européenne. Donc ça, c'est clair. Et l'autre chose aussi, c'est que si on regarde l'arrivée de l'euro, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nuit à la compétitivité prix des pays africains. Et à travers le temps, on peut voir qu'en fait, quand vous n'avez pas de souveraineté monétaire, en fait, vous ne pouvez pas avoir de stratégie économique. En 1994, la France décide de dévaluer le franc CFA de 50% contre l'avis de tous les chefs d'État africains. 94, 50% pour retrouver une compétitivité. 99, arrivée de l'euro. Entre 2002 et 2008, le CFA s'apprécie de 90% par rapport au dollar. Est-ce que c'est de la stratégie économique? Non. À partir de 2013, qu'est-ce qui se passe? Taux d'intérêt, politique de taux d'intérêt nul, zero interest rate policies. Nos réserves qui sont placées à la Banque de France, en fait, qui les gère, nous recevons 0,75% pour nos réserves. Le taux d'inflation en France, c'est plus de 1%. Donc, en termes nets, nous perdons sur ces réserves extérieures. Au même moment, nos États émettent des eurobonds, 4%, 5%, 6%. Quelle est la rationalité de ce mécanisme? Il n'y en a pas. Mais les économistes standards vont vous dire que oui, la parité fixe a des avantages. Mais ce n'est pas un système de parité fixe. C'est plus qu'un système de parité fixe. Et ça, il faut le comprendre. Il faut aller regarder l'histoire de cette monnaie pour comprendre. Le vrai régime de change, c'est ce qu'on appelle étalon de devises étrangères, Foreign Exchange Standard. C'est ça le régime de change fixe. Donc ça veut dire que le franc CFA qu'on a, c'est de l'euro en fait. Donc les destructions que l'euro a apportées dans les pays du Sud, mais c'est la même chose que le franc CFA fait à nos pays. Donc si vous comprenez le cas de la Grèce, vous devez comprendre ce que les pays qui utilisent le franc CFA vivent depuis 1945. Parce qu'avant, le franc CFA, c'était le franc français. Et le premier rapport qui a été publié sur la zone franc en 1953 disait très clairement, dans les colonies françaises, nous avons plusieurs monnaies. Mais en fait, comme il y a une parité fixe, la libre transférabilité et la convertibilité, on peut considérer que dans cette zone, il n'y a qu'une seule monnaie, c'est le franc métropolitain. Donc quand on a le franc français, le franc CFA, c'est juste des billets de banque, mais c'est la même chose que le franc français. Actuellement, c'est l'euro qu'on a. Et donc, si l'euro tue des pays comme la Grèce, comment le franc CFA pourrait être bénéfique pour nos pays? Et donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et donc, j'ajouterais aussi que la France est aussi un pays très paradoxal. Et dans le livre, nous le montrons. Depuis la naissance de l'euro, le pays qui a le plus critiqué l'euro, c'est la France. Donc, on a donné beaucoup de citations. À chaque fois, ils disent l'industrie française est tuée par la surévaluation de l'euro. Et à un moment donné même, on a donné une citation du PDG d'Airbus qui dit « Nous allons aller en zone dollar parce qu'on ne peut plus produire dans la zone euro ». Et donc, Airbus ne peut plus produire dans la zone euro, mais les pays CFA, à chaque fois que les officiels français disent, on dit « Ah, vous avez l'euro, c'est super pour vous, vous avez la stabilité ». Non, ce n'est pas la stabilité, c'est la paupérisation. Et donc, quant à la question des crypto-monnaies, comment sauver l'Afrique? Je ne vais pas anticiper sur les conclusions du colloque parce qu'on aura 3 jours pour cela. Merci à vous tous. Donc, vous êtes tous invités pour continuer avec nous la conférence. On traitera la question de la monnaie et du franc CFA. C'est qu'un aspect de la perte de souveraineté monétaire, mais nous, on voudrait vraiment réfléchir sur les liens entre la souveraineté monétaire et la souveraineté économique et comment repenser
la souveraineté économique de nos pays africains, tout en réappropriant notre monnaie et l'utiliser comme un outil de développement pour nos pays et pour avoir des marges de manœuvre possibles pour nos gouvernements pour mettre en place un modèle de développement alternatif ou des modèles de développement alternatifs à ce que nous vivons aujourd'hui. Et juste pour répondre à votre question, il ne s'agit pas de France ou pas France, à mon avis. On ne négocie pas notre souveraineté. Ça pourrait être la France pour le cas de la zone franc, mais ça peut être le FMI qui est en train de nous accaparer notre souveraineté aujourd'hui en Tunisie. Ça peut être d'autres pays impérialistes qui pourraient aussi s'accaparer la souveraineté. La souveraineté, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. On est souverain ou on ne l'est pas. Voilà. Merci beaucoup.